C'est bon, on va démarrer, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue au Digital Day. Pour nous, c'est un jour très important parce que chaque année, on essaye de voir quelles sont les évolutions dans le monde du digital et on partage avec les experts du marché sur tous ces sujets sur lesquels on se pose de plus en plus de questions parce que ça évolue très vite et il se passe toujours beaucoup de choses. Donc, on a cette année fait un Digital Day avec un programme un peu différent puisqu'on a voulu intégrer l'ensemble des leviers dès le démarrage et partir par les différentes étapes de construction d'une communication. Donc, on va démarrer avec la création des contenus, puis ça se suivra avec la diffusion de ces contenus, avec un deuxième atelier. À l'heure du déjeuner, on essaiera de rassembler à la fois contenu et performance. Et puis ensuite, on passera à la performance avec comment la data se construit aujourd'hui pour arriver à la personnalisation qui est le Graal et le cercle vertueux de la journée puisqu'on retourne à la personnalisation aussi des contenus. Donc, je vous propose de démarrer avec la première table ronde qui concerne donc le contenu et quels sont les leviers pour créer la différenciation. Et je vais accueillir Manuel Diaz, président d'Emakina, qui va ensuite contribuer et puis animer la table ronde avec Nathalie Rastoin, présidente de Gilvy, Andrea Stilacci, président d'Eresi, et David Lacamblood, directeur de la stratégie des contenus d'Orange et président de l'IAB. Je vous souhaite un bon atelier à toi, Manuel. Je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. On a cette charge difficile avec mes amis de la matinée de vous parler de content marketing et j'aurais aimé, dans un premier temps, qu'on se mette d'accord sur de quoi on parle. Parce que notre industrie a une capacité extraordinaire à générer des buzzwords, content marketing, native advertising, brand content, etc., etc. De quoi on parle quand on parle de content marketing? Est-ce qu'on peut donner une définition pour histoire qu'on soit tous d'accord sur les exemples qu'on va donner après, sur comment vous l'entendez? Nathalie? Je rappelle qu'un message publicitaire, c'est du content, mais je pense qu'on a dû changer de mot parce que dans les dernières années, la multiplication des canaux de communication, la délinéarisation en fait de ces canaux, et le fait que Internet permette de mettre un contenu beaucoup moins normé, par exemple 1 heure et pas 30 secondes, tout d'un coup a créé la possibilité de mettre dans beaucoup plus d'endroits des contenus beaucoup plus différents. Et donc les gens qui faisaient les contenus, entre autres les agences, se sont dit flûte, je ne peux plus appeler ça un message, je ne peux plus appeler ça un film, donc je vais dire contenu. Donc contenu, c'est le mot pour dire un système large et divers, à la fois dans la durée, la nature, les objectifs, de messages créés par une marque qui peut être déposé dans plein d'endroits différents par rapport à hier. Enfin, c'est une tentative. David? Le content marketing, c'est un marketing qui rend content. Et donc qui apporte une joie de vivre, une expérience de marque inédite, avec effectivement pour les annonceurs des canaux qui se démultiplient. Néanmoins, ce n'est pas une nouveauté absolue. Souvenez-vous de Citroën dans les années 30 qui a inventé la croisière jaune pour se donner du contenu. Le guide Michelin, donc autant de Monsieur Jourdain du brand content et des geeks avant l'heure. Andrea, tu es d'accord avec ça? Oui. Je pense que la chose plus intéressante est de voir les rôles entre les contenus et l'idée. Je pense que les contenus, c'est comme un corps, et l'idée est l'âme qui est dans ces corps-là. Si l'idée est plus forte, ces corps-là ont une âme plus forte, elle peut bouger mieux. Et après, c'est à nous tous de voir comment il bouge. S'il peut courir, nager ou aller dans l'air. Mais je pense que les contenus, c'est un corps qui interagit avec les choses autour. Mais ça a une âme et pas grand-chose. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant de voir le jeu des rôles entre les contenus et l'idée. Alors, on est ici au Figaro, chez des gens qui fabriquent du contenu. Est-ce qu'on sait que la frontière est très fine entre du vrai contenu, du contenu produit par des marques qui s'intègrent dans d'autres contenus, tout ça s'imbrique, etc.
Est-ce que cette frontière doit rester floue, claire, nette? Est-ce qu'on doit marquer en gros quand c'est de la publicité, quand c'en est pas? Ça s'est appelé à certains moments, à une autre époque du public rédactionnel, on en parlait. Est-ce qu'on n'entretient pas quelque chose d'un peu hypocrite dans tout ça, David? Par nature, Internet introduit de la confusion. Et effectivement, il faut se fier au décrypteur facétieux qu'est le consommateur et internaute et qui sait parfaitement voir la différence. En revanche, s'il a l'impression d'être floué, effectivement, on ne le revoit plus. Alors effectivement, il y a très peu de médias qui mettent en confrontation la publicité aussi directement qu'avec le contenu. À un moment où, et c'est un paradoxe, on a des journalistes qui se transforment de plus en plus en publicitaires, avec des accroches un peu plus attrayantes, avec des photos plus chocs, ne serait-ce que pour rivaliser avec les publicités, mais aussi parce qu'il y a la sanction de l'audience immédiate. Et quand vous avez dans la salle de rédaction du Figaro le nombre de hits de vos articles, ça vous pousse à avoir un peu plus de visiteurs dessus. Et à un moment où les publicitaires, eux, font le chemin inverse, c'est qu'ils veulent construire des histoires, s'inscrire dans la durée et créer une histoire de marque, au risque d'alimenter cette confusion des genres. D'où, et c'est notre rôle à l'IAB par exemple, de fixer des normes et des labels et d'estampiller très clairement ce qui relève de la publicité ou des opérations qui sont financées. Mais effectivement, dans un monde où on est concurrent et partenaire de ses concurrents en permanence, la limite peut vite devenir floue. On est au Figaro. J'ai eu la chance de créer le Talk Orange Le Figaro avec Étienne Moujotte il y a 8 ans de cela. Et clairement, vous aviez un opérateur qui était partenaire, diffuseur et sponsor d'une émission. Mais il a toujours été très, très clair, et je crois que ça s'est vu à l'image sur le fait que c'était bien la rédaction du Figaro qui était maître et pleinement maître de cette émission. Et donc c'est important d'écrire ce contrat de lecture, parce que s'il y a bien un contrat qui n'est jamais écrit, c'est celui-ci, et pourtant c'est le premier que les consommateurs déchireront le moment venu, et ça se fait dans la durée. Et en même temps, tout le monde fabrique du contenu, à commencer par les gens. Donc, alors je pense que ça, c'est la seule vraie nouveauté. Parce que, comme d'habitude, dans un monde de transformation, on essaie de mettre des mots nouveaux sur des concepts anciens. Il y a beaucoup de mots nouveaux sur des concepts très très anciens. Par exemple, les réseaux sociaux sont une massification des concepts de clic de la psychologie clinique du 19e siècle. Mais il y a une chose vraiment nouvelle, c'est la manière dont la marque est aujourd'hui en concurrence, non plus avec ses concurrents, mais avec les gens. Et ça, c'est la vraie chose nouvelle. Et je pense que tous les marketeurs doivent, tous les mois, faire un petit tour, je vous recommande, je vais faire quand même une reco, faire un petit tour d'1 quart d'heure sur le guide du créateur de YouTube. Voilà. Pourquoi est-ce que les contenus de tout le monde font autant de progrès? Mais parce que tous ces gens sont très bien formés. Très bien formés. Parce que tous les tuyaux nouveaux, et je prends YouTube comme étant pour moi peut-être le canal et l'endroit en fait où se créent les plus grands chocs, parce que c'est en vidéo que se créent aujourd'hui les plus grands chocs. Donc imaginez, vous êtes un passionné. Point 1, en tant que passionné, vous ne comptez pas vos heures. Point 2, en tant que passionné, vous n'avez rien d'autre à vendre que le fait que d'autres connaissent votre passion. Donc vous devenez un concurrent extrêmement puissant, puisque vos intentions ne sont que la reconnaissance de votre passion. C'est un peu un terroriste de la vidéo. C'est quelqu'un qui veut bien se faire exploser pour la reconnaissance de sa passion. C'est très dur contre des armées de métiers qui n'ont pas l'intention de ne pas revenir du front, comme les marques. Et alors vous dites très bien, je vais moi-même faire mon contenu. Vous n'êtes pas seul, même si vous êtes seul dans votre studio, vous n'êtes pas seul. Vous allez sur le guide du créateur de YouTube qui donne d'excellents conseils. D'excellents conseils, des conseils dignes d'une bonne agence. Appelons un chat un chat. Et donc, en fait, ça, c'est la nouveauté, je pense. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, mes clients savent qu'entre 70% et 80% du contenu sur eux et sur leur thème n'est pas fait par eux.
Et donc ça pose la question de fond qui est, dans un monde où 80% du contenu sur moi n'est pas fait par moi, quel doit être mon contenu? Et c'est là que le mot marketing redevient intéressant dans content marketing. Et pour moi, c'est la seule vraie nouveauté en fait de l'époque. Et il est important dans tout ça comme tu disais Andrea, que le contenu que l'on pousse soit aussi différent, parce qu'en même temps, il y a beaucoup de gens qui fabriquent beaucoup de contenu, mais il y a un peu de gloobie-boulcom, comme j'aime le dire, c'est des contenus qui se ressemblent les uns les autres, qui ne sont pas très différenciants, etc. Est-ce que... Oui, la différenciation vient, comme on a dit, de l'idée de le storytelling et de la maîtrise du storytelling. Les gens dans la rue, honnêtement, ils n'ont pas intéressé de savoir si dans cette salle, il y a des responsables des régies, du digital media, des applis, du web. Ils voient une marque. Quelqu'un de 18 ans ou 80 ans qui sort du cinéma, il ne dira pas j'ai vu un appli interagir avec les films au cinéma que je viens de voir parce que quand je sors, j'ai une promotion dans mon mobile. Il voit une marque. Et je pense, ça, il ne faut pas jamais oublier. La chose que je trouve intéressant, si tu parlais m'a fait penser quand tu as dit terroriste. Dans les années 30, dans les années 40, il y avait un message d'une idée qui était la propagande politique. Et il faisait beaucoup de publicité. La propagande en Russie, la propagande en Allemagne, en Italie. Il était un message top-down. Ça veut dire, on fait de la propagande, on vous vend avec des affiches et on vous vend avec les idées, avec des annonces presse. Et je suis été frappé par la maîtrise de la même propagande qui fait l'ISIS aujourd'hui, mais le fait, au-delà de la vidéo qu'on voit à la télé, j'étais frappé par l'interactivité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il arrive à maîtriser les contenus de sa marque et à construire des vidéos pour les martyrs sur mesure sur eux, avec le graphisme, la musique, les montages, jusqu'à l'explosion finale. Et les martyrs, il sait que pendant qu'il va faire ça, il va être filmé comme une star, devenant un film posté sur les réseaux pour générer de la conversation et pour prendre des autres jeunes. Ça veut dire ça, c'est de la propagande top-down et bottom-up. Et les niveaux de sophistication, ils sont arrivés, ils ont emprunté toutes les techniques de notre métier. Et là, est-ce qu'ils font du brand content? Oui. Est-ce qu'ils sont differentiating? Oui. Et je pense que la seule chose qui change est qu'ils n'ont pas grand-chose à vendre au niveau des produits aux services comme nous, mais tout ça pour dire qu'à la fin, on va rentrer dans l'interaction humaine. On appelle ça une marque, on appelle ça un groupe terroriste, on appelle ça comme on veut, c'est le besoin de communiquer. Et la maîtrise du storytelling est la chose qui, aujourd'hui, grâce à la technologie, fait vraiment la différence, bien entendu, et la qualité des idées. Donc bien maîtriser, c'est une arme en fait. Ah oui, c'est une arme de bien maîtriser. Le storytelling est commun. Pour exemple, j'étais à Manchester, il y avait un problème dans les rues de Manchester. Vous avez entendu parler de Banksy, que ce n'est pas le graphiste Banksy, c'est Banksy. Banksy, c'est un cycliste à Manchester qui avait marre le trou dans la rue parce qu'il n'arrivait pas à la réparer. Il écrit à la mairie, à Manchester. Et il a eu l'idée de sprayer avec un spray autour de chaque trou. Vous l'avez vu sur Facebook, non? De pénis, de femmes à poil, tout autour de les trous, qui a généré un débat, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a détesté ça, et qui a obligé la mairie à réparer les trous. Et ça, pour moi, n'est ni plus ni moins que créer la différenciation. Il y a la publicité moyenne, sont comme des trous partout. On ne les voit pas, on les oublie. Ils restent dans la rue, ils nous dérangent un petit peu. Mais dès le moment qu'on fait quelque chose autour, qui prend l'attention, on les regarde et prend une profondeur différente. Voilà, c'est si simple. Je pensais à ces trucs-là de Manchester. C'est sympa. Est-ce que ces techniques, comme l'exemple que vient de donner Andrea, Nathalie, c'est pas aussi une critique vis-à-vis de la création publicitaire qui se banalise ou qui est obligée d'utiliser d'autres formes pour se faire remarquer ou pour être plus impactante?
J'espère que le film Perrier ne sera pas considéré comme banal. En tout cas, on a essayé de ne pas le rendre banal. Mais je pense que ce que dit Andrea nous a amené à redéfinir la manière dont on jugeait une idée créative, c'est tout. Et j'en discutais, alors je vais le dire exactement, ça vient de sortir, des gens comme Unilever dans le monde ont fait évoluer leur brief et tout. Et on a vu arriver la talkability. C'est-à-dire que, en fait, hier, on disait impact. On disait, est-ce que cette idée a de l'impact ? Aujourd'hui, on dit, est-ce que cette idée a le pouvoir de créer de la talkability, de la discussion, la capacité à faire parler de soi, ce qui est l'idée dont il parle. Donc, en fait, ce n'est pas que les publicitaires. Je pense que c'est une acceptation du fait qu'aujourd'hui, étant donné la structure de diffusion des contenus, l'impact peut se préciser de manière plus juste par la capacité à faire parler de soi. Et les publicitaires comme les autres. Mais ce n'est finalement qu'un objectif. La nouveauté, c'est qu'on est passé de l'impact à la conversation en partie, en fait, la mesure de la conversation. Voilà, la nouveauté, c'est qu'on est passé de l'impact à la mesure de la conversation. Et derrière la mesure de la conversation, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a un truc simple. Alors, Gabrielle Chanel disait un truc très drôle. Enfin, moi, je trouve ça très drôle, d'autres trouvent ça moins drôle. Mais elle disait, ce qui est difficile, c'est pas d'être riche, c'est de rester intéressant quand on est riche. Moi, je pense que c'est exactement le problème des marques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très bien, les marques, elles ont quand même un peu plus de moyens que les gens, sauf que c'est pas parce qu'on a des moyens qu'on est intéressant. Voilà, c'est ce que nous rappelle Gabrielle Chanel. Et derrière le mot conversation, il y a une chose super simple, c'est les sujets de conversation. Et la différenciation, en fait, elle vient de là. Elle vient de la capacité des marques à recréer leur sujet de conversation et à être intéressantes dans la conversation. Et je pense qu'il faut revenir à des choses extraordinairement simples. Par exemple, il ne faut jamais croire qu'on a forcément besoin de tout faire. Parce qu'il y a des fois, on est intéressant en tant que marque, il y a des fois, on ne l'est pas. Ben, si on ne l'est pas, si par exemple, quelqu'un dans le monde vidéo fait quelque chose mieux que vous, eh ben, la marque, je propose que la marque aille le voir, discute avec lui pour savoir si ce qu'il fait bien ne peut pas être intégré. Vous voyez, il faut revenir à l'idée qu'être intéressant est très important dans le monde de la conversation et pas être riche. Oui, c'est d'ailleurs caractéristique, c'est-à-dire que notre industrie, pendant tout un moment, moi je me refuse à utiliser ce mot, mais notre industrie a appelé les marques des annonceurs, ce qui est, à mon sens, restrictif. L'annonceur, c'est le type qui fait le chèque derrière la marque. Et donc, les annonceurs changent. Non, mais les marques ne doivent pas faire que annoncer. Non, mais surtout, les marques sont beaucoup plus pérennes que les annonceurs. Heureusement. Leur durée de vie est beaucoup plus forte. Et c'est vrai qu'une marque ne fait pas qu'annoncer. Une marque est une structure symbolique, rationnelle et émotionnelle, qui est un contrat de ce qu'elle va faire pour vous, qui est un contrat de futur, qui est un contrat de vision. Et en fait, il faut rester dans l'idée que même une stratégie de contenu aujourd'hui, elle remplit le contrat. Elle ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Donc c'est assez sain. En fait, moi, je pense qu'on est au début d'un nouvel âge d'or du marketing et à la fin d'un âge de la communication. Voilà. Pourquoi ? On en discutait avec Geneviève Petit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens décryptent tellement la communication que vous ne pouvez plus faire de communication si vous n'avez pas une intention derrière. On est au début d'un âge de l'intention. Les gens décryptent l'intention. Ne faites jamais une pièce de communication dont vous ne trouvez pas l'intention intéressante. Voilà. En fait, c'est comme en yoga, la pratique demande une intention. Voilà. Et les gens comprennent extrêmement bien l'intention. C'est pour ça que je suis aussi absolument contre le native advertising, comme j'étais contre le public quand j'étais petite, parce que je trouve l'intention un peu bizarre. Donc demandons-nous où sont les intentions et ça crée des marques. Oui, en analogie du yoga, effectivement, ce n'est pas la posture qui compte, c'est le chemin vers la posture, si j'ai bien compris. Il y a un double sens au contenu de marque. Il y a le sens éditorial. J'ai une marque et je fais des contenus. Et il y a un sens émotionnel et quasi charnel de ce qui donne du contenu à la marque. Et effectivement, qui repose sur 3 temps.
un temps émotionnel, un temps réel et un temps relationnel. Et c'est bien cette subtile alchimie aujourd'hui que les marques doivent aborder, et c'est pour elles un nouvel enjeu que d'aller explorer tous ces espaces vierges, et ils sont infinis. Pour cela, il y a un besoin de transparence exigé par les consommateurs, et c'est une nécessité absolue, sinon vos consommateurs se détourneront de vous. Et il faut bien voir cela, comme ils ont commencé à le faire pour ceux qui, des éditeurs ou des annonceurs, se permettent parfois des annonces qui vont au-delà de ce qui est acceptable, d'où un phénomène émergent des adblocks, il ne faut pas se le cacher, qui touche jusqu'à 30% des audiences de certains sites, notamment ceux qui ont les cibles les plus jeunes. Et c'est tout juste inacceptable. Alors c'est inacceptable de faire ce que font ces associations aujourd'hui, que de faire croire qu'ils adbloquent les pubs, mais qui en réalité vont faire du racket derrière, et donc c'est plus de la flibusterie qu'un service qu'ils rendent. Néanmoins, il faut bien une réponse du marché sur ces sujets, et à mon sens, la seule réponse valable, c'est la créativité. On ne va pas aller mettre en accusation les consommateurs en leur disant « Ouh là là, c'est pas bien, vous êtes en train de tuer le site éditorial sur lequel vous surfez, dont vous bloquez la pub », parce que ça ne marchera pas plus que le fait d'aller alerter les personnes qui téléchargeaient des films illégaux sur des sites de téléchargement. Ça les a arrêtés en leur disant qu'ils allaient tuer le cinéma. Ils ont continué. D'ailleurs, en même temps, ils voyaient que les chiffres du cinéma progressaient. Donc il faut bien avoir une offre qualitative pour contourner et aller au-delà. Le content marketing n'est pas un dérivatif contre les adblocks en se disant chouette, on va servir de la pub en forme de contenu en espérant que ça ne se voit pas, parce que ça se verra de la part des consommateurs qui trouveront, une fois qu'ils sont agacés, toujours le moyen de l'éradiquer. Alors des bons exemples de content marketing, d'opérations de content marketing Je pense que le problème, c'est qu'on a toujours le même exemple depuis des années. C'est Red Bull. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la congruence entre les contenus de Red Bull, l'ADN de la marque et sa cible est absolument remarquable. C'est une marque, en fait, sur un produit un peu bizarre, qui a commencé à être vendu dans les stations-service et pas chez Carrefour, qui s'adressait surtout à des ados au moment où les conduites à risque sont plutôt favorisées, et qui a réussi à créer des contenus d'une immense qualité, mais aussi d'une immense pertinence pour la marque. Alors je citerai bien IBM, moi, parce que je fais ça avec eux depuis longtemps, et qu'on a aussi fait des plateformes business to business où se rencontrent des experts pour une conversation sur des villes plus intelligentes. Mais j'allais dire, en B2B, c'est peut-être plus pratique. En B2B, le contenu, les stratégies de contenu sont quasiment un prolongement de la relation commerciale et de la relation de toute façon que l'on a, qui est une relation qui demande beaucoup de contenu, qui demande d'embarquer beaucoup de décisionnaires. Et donc là, d'une certaine manière, les stratégies de contenu sont normales. Mais Red Bull, c'est extraordinaire. D'autres exemples qui vous ont marqué ? Un exemple négatif, parce que je pense que si on met d'un côté Red Bull qui a travaillé sur son ADN, comme Virgin il avait fait à l'époque, sont des marques que, au-delà de les choses qu'ils racontent, eux-mêmes incarnent les contenus. Et là, je pense que le plus grand danger est le fait qu'on s'excite rapidement à l'envie de développer du contenu, de générer de la conversation, comme sont des mots importants. Et l'autre jour, je voyais un produit contre les bactéries de l'WC qui te donnait la possibilité de télécharger une application pour faire un vidéo game où tu peux tuer les bactéries de ton WC et poster sur Facebook les résultats de cette petite bataille. Voilà, il y a Red Bull et il y a ça. Il faut garder en tête, je pense qu'il faut bien maîtriser entre les deux et de ne pas dire bon, on le fait parce qu'on veut le faire, on peut le faire, on a un petit peu d'argent pour le faire, mais à la fin, si on regarde, c'est pas loin du ridicule. C'est pour ça que aujourd'hui, la chose qui est énorme est le champ des possibilités. Malheureusement, le changement est que dans les années 80, il y avait des budgets comme ça
pour des points de contact comme ça. Maintenant, on a du budget comme ça pour des points de contact comme ça. C'est si simple. Et alors, la maîtrise de ça, et je pense qu'elle travaille ensemble avec les agences de publicité, les agences médias, les annonceurs, comment on peut les appeler, les conversationnistes. C'est de plus en plus important pour éviter de faire les batailles de bactéries. David, des exemples qui t'ont marqué? Hormis les campagnes orange, non, plus sérieusement, je trouve que la grande distribution, dès lors qu'elle a compris, mais comme toutes les marques, que ce n'était pas qu'un canal de distribution supplémentaire, mais bien un discours global, et la grande distribution s'y met plutôt bien. Je pense aux campagnes Monoprix, par exemple, qui vous apportent un service au-delà des réductions, parce qu'il faut bien voir, et ça nous rappelle au principe de réalité, que ce que recherchent les consommateurs avant tout, c'est des bons plans et des réductions. Donc, et néanmoins, le content marketing apporte un plaisir en plus. Et la publicité, c'est aussi allier ce service de réduction au plaisir. Et donc, effectivement, regardez ce que déploie une enseigne comme Monoprix, qui est intéressant. Et sinon, plus localement, ou en tout cas de manière plus décentralisée et indépendante, les campagnes de Jouet Club, par exemple, qui ont parfaitement intégré dans le circuit de leur magasin la dimension numérique, là où c'est une chaîne très éclatée. Et pourtant, vous pouvez avoir une expérience immersive de la publicité, y compris en magasin, puisque ça va être l'avènement des mois et années qui viennent, d'avoir un point de contact établi avec vos consommateurs in situ. Merci. On va prendre des questions de la salle, si c'est possible. Ah, Geneviève a déjà une question. Est-ce qu'on donne un micro à Geneviève ou pas, pour avoir le son dans la vidéo? Désolé, je pense à la technique. Merci pour ce panel qui était très intéressant. J'ai une question pour vous tous, qui est le climat de peur qui règne et qui fait que les grandes idées, les exemples sont rares de marques qui tracent un sillon dans la durée et qui nous étonnent vraiment, et qu'on a plutôt l'impression d'être dans un univers où il y a des petits marchands d'allumettes qui craquent les allumettes les unes après les autres et il n'en reste pas grand-chose. Qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue, qui est le mien évidemment et que je partage? Quelle tristesse, cette question. Je pense qu'avec Dove, on essaie de faire l'inverse. En fait, je pense qu'on est dans une période où ceux qui réussissent réinvestissent stratégiquement sur la compréhension de leur marque, et ceux qui ne réussissent pas ont juste peur de rater la dernière révolution, la dernière technologie, le dernier truc, le dernier machin, et se perdent. Voilà. Et c'est tout. Donc, en fait, il faut juste vérifier que la manière dont on travaille ensemble aujourd'hui redonne toute sa place à la compréhension intime de la marque, d'une stratégie de marque, de preuve de marque, et donc à du marketing, avant d'avoir peur de ne pas avoir son compte Instagram, son compte Twitter, que des machins sûrement utiles quand on a une stratégie de marque, et sûrement totalement inutiles quand on ne l'a pas. Donc, là encore, ça n'a pas changé, sauf que ce qui a changé, c'est la pression autour de nous, organisée par beaucoup de nos amis, en particulier les GAFA, pour ne pas les citer, une pression énorme pour être sûr qu'on n'est pas en train de rater la dernière révolution. Et la plupart du temps, c'est un peu comme la guerre des bactéries. La dernière révolution, c'est une révolution micro-minus. Donc on aurait mieux fait de la rater et de réfléchir plutôt que de ne pas réfléchir et de ne pas la rater. Donc c'est un peu notre faute à tous si on est embarqué dans un toboggan, une espèce de montagne russe de ne pas rater la dernière révolution. Et je crois que c'est le bon moment pour un peu retrouver l'équilibre entre, encore une fois, le marketing et la com. Je rappelle qu'on n'est pas les seuls, parce que j'ai lu une étude, je pense assez juste, sur le fait qu'actuellement, à 8 collections par an en mode, même les fashionistas les plus pointus commencent à fatiguer, quoi. Vous voyez ? Donc on est tous un peu dans un moment où tout surchauffe.
Et ceux qui s'en sortent le mieux, c'est sûr, c'est ceux qui ne surchauffent pas. Donc là encore, ne surchauffons pas. Sachons où est notre marque et sachons que c'est pas grave de ne pas être partout. Parce que dans stratégie, il y a toujours un choix. En fait, je crois que c'est ça. Alors bon, moi je suis un planeur stratégique, donc je plaide pour ma paroisse entièrement. Je plaide pour le fait que la stratégie consiste toujours à se redonner le choix. Donc on a le choix de ne pas avoir de compte Twitter, on a le choix de ne pas avoir de page Facebook, on a le choix de ne pas être sur Instagram, on a le choix de ne pas essayer le dernier machin qui fait papa-maman, on a même le choix de ne pas faire du gaming, on a aussi le choix d'en faire, et tout et tout. Et ce choix-là, il est lié à une stratégie de marque et à du marketing. Donc c'est comme d'habitude, mais en plus lourd. C'est un choix difficile à assumer néanmoins au moment où, comme tu le soulignais tout à l'heure, chacun est l'entrepreneur de soi-même pour afficher sa marque. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui n'a pas de mobile, par exemple? C'est un suspect. Vous voyez bien qu'il a fait le choix, mais que dès lors, ça va être plus compliqué pour lui, j'en suis désolé pour vous, monsieur, pour justifier cela vis-à-vis d'un employeur, par exemple, demain, s'il cherche un nouvel emploi, sauf à en faire un élément de différenciation. Si c'est un écrivain et qu'on lui a demandé d'écrire l'histoire du parfum, je recommande qu'il n'ait pas de mobile. Donc je pense que c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on retrouve une liberté stratégique, une liberté mentale, une liberté sur nos marques par rapport à des sommes d'obligations qui deviennent de l'agitation. Et l'agitation n'a jamais créé une marque. Ouais. Dove, c'est le même ADN depuis 50 ans. IBM a fêté ses 100 ans. L'agitation n'a jamais créé une marque. Mais je suis contente qu'on ne soit pas d'accord, parce qu'un panel où tout le monde est d'accord, c'est très ennuyeux. Ça peut arriver parfois. Non, un commentaire, je pense qu'effectivement, on parle on parle trop souvent de stratégie des moyens. C'est-à-dire qu'on nous interroge sur... alors, qu'est-ce que je fais avec Periscope? Qu'est-ce que je fais avec Meerkat? Comme s'il y avait une course en avant sur la stratégie des moyens. Et du point de vue agence, j'ai surtout posé des questions ce matin, je vais donner de notre point de vue d'agence aussi, c'est arrêtez de nous poser ces questions-là et posez-nous vos questions business, vos questions de marque, vos questions stratégiques, etc. Je passe ma vie à dire ça, c'est-à-dire derrière les briefs, qu'est-ce qu'on fait avec le dernier gadget? Voilà, sortons de la gadgetologie. Je lisais... pour rendre hommage à Geneviève dans Petit Web, que Adidas a choisi de fermer, le nouveau directeur marketing de Adidas a choisi de fermer un compte sur lequel ils ont sur Twitter des millions d'utilisateurs. Bah, c'est un choix qu'il assume. Il l'assume et il va certainement déployer une autre stratégie pour faire d'autres choses, etc., etc. Et alors que quand certains patrons de marque disent ça et qui se préoccupent uniquement de la largeur de leur communauté au lieu de se préoccuper de l'engagement et de la profondeur de la relation avec leur communauté, ils disent mais merde, un asset de plusieurs millions d'utilisateurs qui disparaît parce qu'ils ferment le compte, c'est complètement con. André, ouais. Aucune question. Hein, donc c'est une belle question. Si je reviens à la question... je pense qu'il n'y a rien de mieux de la peur. Les êtres humains, ils ont fait les meilleures choses avec la peur. Parce qu'il faut bien garder en tête la différence entre peur, panique et terreur. Parce que la peur, quand on fait les Jeux olympiques, je cours les 100 mètres, j'ai peur de perdre. Et la peur, c'est quelque chose qui, dans les êtres humains, il nous donne l'essence en montée. Parce qu'on a peur, on est perdu dans un bois, on doit trouver des meilleures solutions possibles pour survivre. Le panique sont les bactéries. Les paniques, je fais tout et n'importe quoi. Je suis en panique, je gesticule. Et la terreur, on est aveugle. La terreur, on est paralysé, on ne fait plus rien. Rien de pire d'avoir un partenaire annonceur qui a la terreur et qui ne bouge pas. Parce qu'il a la terreur d'être viré, de perdre son job. Aussi, il bouge, il a besoin de 17 parachutes qui appellent de test. Et là aussi, ça ne fait pas du bien au métier. C'est pour ça que les concepts de peur, moi, c'est quelque chose que je vive d'une façon très, 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 très positive. Il y a toujours une bonne énergie quand on a peur. Une énergie créatrice, peut-être. Oui, tout à fait. D'autres questions? Monsieur devant.
Oui, bonjour. Vous avez tous parlé de multicanalité, de conversation. Cette multicanalité génère nécessairement de parler des langues qui sont de plus en plus différentes et qui parfois peuvent même devenir étrangères l'une par rapport à l'autre. Quelle est votre analyse de la compatibilité entre ces langues étrangères et l'ADN de nos marques? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de légère dilution de l'ADN d'une marque dans l'usage de ces langues étrangères qui s'adressent par définition à des populations différentes, car un jeune de 20 ans ne parle pas forcément la langue du monsieur ou de la dame de 60 ans? Vous vouliez parler des classes d'allemand. Non, je blague. Quoique. Je vous renvoie d'ailleurs à un excellent article paru hier dans le Figaro Économie. Vous voyez que j'ai de bonnes références sur la maîtrise de l'orthographe. Et en quoi le français, et donc la maîtrise de sa langue, de sa propre langue, déjà pour commencer, est utile et importante pour se distinguer, mais au sens de la distinction dans l'ère numérique. Et parce que le numérique favorise l'écrit, déjà, et l'apprentissage de la lecture, parce que si vous ne savez pas lire, il n'y a aucune chance pour que vous puissiez utiliser un clavier d'ordinateur et de mobile, même s'il y a des programmes désormais vocaux. Et donc, nécessité absolue de savoir lire et écrire. Et là, c'est la moitié de la population mondiale qui est concernée et qui ne sait pas lire aujourd'hui. Donc, imaginez pour des marques et des annonceurs demain d'aller toucher aussi des populations qui n'y ont pas accès aujourd'hui. C'est une manne pour le grenier culturel et numérique qu'est l'Europe pour aller à la conquête du monde. Et donc, ça, c'est un point de force absolu à prendre en compte. Si on continue à parler du français, ça sera une langue plus parlée que l'espagnol à l'horizon 2030, ne serait-ce qu'en Afrique. Et au-delà, il y a des programmes qui aujourd'hui vont vous permettre de toute façon de parfaitement parler à l'ensemble du monde, mais dans une langue qui devient de plus en plus propre au numérique. Le numérique a développé sa propre langue. D'ailleurs, c'est parfois plutôt compliqué de comprendre les codes quand on arrive pour la première fois sur un réseau social. Et c'est en cela d'ailleurs que ça pose une question sur la forme même, j'allais dire, de ces nations. Il y a plus d'abonnés à Facebook que d'habitants dans la plupart des pays au monde, sauf la Chine et l'Inde, par exemple. Et ils ont leur propre langue, leur propre code de sociabilité et leur propre langage et même leur propre monnaie. Et avec, d'ailleurs, pour les plus jeunes, parfois un sentiment d'appartenance plus fort dans ces communautés qu'ils ne l'ont dans leur propre pays. Et donc, la langue vernaculaire est celle à apprendre et à maîtriser au plus profond. Et n'ayons pas honte de notre langue. Je pense que c'est un atout formidable pour aller à la conquête du monde. Moi, je vais répondre en praticien un peu basique. Derrière votre question, il y a un paradoxe exceptionnel d'Internet, qui est que c'est un outil qui a l'air mondial, mais qui crée des communautés extrêmement restreintes. Et ça, c'est un paradoxe souligné par beaucoup de sociologues. Par exemple, si on prend la politique, quand Internet est arrivé, on a cru, et on a même essayé chacun, Manuel et moi, de faire marcher ça, on a cru que c'était un merveilleux sujet pour rassembler des gens qui ne se connaissaient pas et qui pouvaient élaborer, par exemple, des plateformes nouvelles. Et en fait, pas du tout. C'est un merveilleux sujet pour trouver les gens qui pensent exactement comme vous. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle... techniquement, c'est très intéressant de voir que, contrairement à ce que on pouvait penser au début, j'allais dire quasiment idéologiquement, Internet n'est pas un outil d'ouverture, mais un outil communautaire. Bon, ça c'est un point. Et donc, voire de concentration de communautés. C'est-à-dire, si tout d'un coup, moi, je pense que les seuls gens qui comptent vraiment, c'est ceux qui ont un chien blanc et qui boivent du whisky à 6 heures, je vais ouvrir un site qui s'appelle Chien blanc whisky 6 heures, et je vais réussir à trouver dans le monde les gens qui pensent exactement comme moi. Et donc, en fait, ça va être un outil d'hyper-communautarisme au lieu d'être un outil d'ouverture. Les marques ont affaire à exactement ce même propos, c'est-à-dire comment est-ce que je peux parler à des gens qui ont la capacité à se muer en des communautés finalement avec des liens forts,
alors que je suis une seule marque? Est-ce que je peux rester moi-même, à la fois en parlant à une communauté jeune sur Instagram, parce que vous avez tous vu que Facebook est en train de perdre du chemin face à Instagram quand on a moins de 18 ans. Une marque qui parlera aux leaders d'opinion sur Twitter, sur lequel, là encore, il n'y a pas encore beaucoup d'autres choses que des leaders d'opinion et tout. Et là, j'en reviens à mon point. C'est en fait, ça devient un vrai travail de message et pas un travail de moyens. C'est exactement comme la capacité de quelqu'un à être intéressant dans un dîner de notaire de province et de rappeur du 9-5. Bon, c'est pas les mêmes. Mais la marque doit être la même, la personne doit être la même. Par contre, les sujets de conversation de la personne ne seront peut-être pas les mêmes. Mais encore une fois, l'intention de la personne est la même. L'idéologie, les valeurs de la personne est la même. Et donc vous vous retrouvez face à une idée évidente. C'est tellement... les gens ont tellement aujourd'hui les outils de leur communauté de discussion sur vous que vous ne pouvez pas vous passer de votre authenticité. Vous ne pouvez pas vous passer d'un travail sur le message, mais aussi d'un travail sur la manière dont vous allez rester vous-même. Et si vous n'y arrivez pas, n'y allez pas. Encore une fois, c'est un choix. Parce qu'aujourd'hui, en 30 secondes, on voit que vous avez dit 2 choses contradictoires. En 30 secondes, on voit que vous êtes travesti. En 30 secondes, on voit que vous avez dit aux gens de droite quelque chose que vous n'avez pas dit, quelque chose d'inverse aux gens de gauche. Et là, on vous plante. Parce que le fact-checking, c'est aussi le brand-checking. Et le brand-checking, c'est est-ce que cette marque est en train de raconter des cracks à tout le monde chaque fois qu'elle le rencontre? Et on vous plante. Donc, je reviens à l'idée. Oui, c'est compliqué. Oui, avoir des sujets de conversation, c'est compliqué quand on rencontre des populations qui se sont structurées de manière beaucoup plus communautaire. Et c'est pour ça qu'avant les stratégies de moyens, je reviens à ce que dit Manuel, le travail sur les stratégies de message devrait être beaucoup plus long que le travail sur les stratégies de moyens. Parce qu'une fois qu'on a les stratégies de message, la stratégie de moyens, ça devient une discussion beaucoup plus calme. Parce qu'on peut dire là où on ne va pas. Pour rejoindre avec ce qu'on disait tout à l'heure, d'abord, je pense que la question n'est pas qu'est-ce que je dois faire dans Facebook, qu'est-ce que je dois faire dans Instagram, etc. Revenons tout en haut, c'est est-ce que j'ai un intérêt à aller dans ce canal, oui ou non? Est-ce que ce canal a un intérêt pour moi? Est-ce que je vais y trouver des gens qui sont raccords avec mon message, ma posture de marque, ce que je raconte, etc. etc. Et ensuite, je ne pense pas que vous deviez adapter votre message au canal parce que chaque canal a son propre style. C'est-à-dire que c'est le canal qui a son style. Instagram a un style. Il y a une tonalité, il y a un style, il y a un tone of voice, etc., etc. Facebook a un style. Les plateformes de live streaming, Meerkat et Periscope, sont en train de trouver le leur. C'est le tout début. Pinterest a son propre style et est en train de glisser vers le shopping petit à petit. Donc en fait, la question en tant que marque, vous devez vous poser, c'est de dire si ce style me convient, que ça correspond à ma stratégie et que j'ai quelque chose d'intéressant à y dire, alors je rentre dans ce canal. Et pas le contraire, de se dire je veux absolument aller dans tous les canaux et comment j'adapte mon message, mon style, etc. etc. De mon point de vue. Je pense qu'il y a quand même une complexité supplémentaire pour le luxe. Oui, bah, le planning donne toujours. Non, mais parce que le luxe, c'est qui même me suivent. Donc c'est l'inverse de l'adaptation. Sinon, c'est pas du luxe. Donc c'est sûr qu'à un moment, si le truc vous va, vous y allez. S'il ne vous va pas, vous n'y allez pas. Mais vous n'avez pas, en tant que marque de luxe, je suppose, à vous adapter. Pardon, pour conclure, parce que malheureusement, c'est tellement passionnant qu'on resterait bien toute la matinée avec vous. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous auriez 3 règles d'or à nous donner pour faire un bon content marketing? Qu'est-ce qu'il faut absolument faire? Ou à quoi il faut absolument penser? Peut-être une idée chacun, ça nous éclairerait déjà beaucoup. Moi, je vous dirais pas de gadgetologie. C'est ce qu'on a un peu dit ce matin, c'est arrêter de raisonner en partant par les canaux, etc.
commencez par choisir ce à quoi vous voulez renoncer, parce que quand on dit assez facilement « ça, c'est pas pour moi », ça permet de se concentrer sur l'essentiel plus facilement. Et concentrez-vous sur ce qui fait sens pour votre marque et votre business. Donc d'abord la stratégie des marques, d'abord ce qui va servir votre business, avant la stratégie des moyens, avant les canaux, avant le dernier truc à la mode, etc., etc., qui est une forme de pression sociale qui vous est mise par les réseaux sociaux, par les médias spécialisés, le dernier truc à la mode, etc., etc. Vous m'avez demandé 3, je vous fais 3. Voilà. Ça va être dur pour le dernier qui parle. Oui. Voilà, donc moi, je dirais commencer par écouter, parce que quelqu'un de poli dans la conversation commence par écouter avant de parler. Et ça vous permet aussi de parler de manière, de manière pertinente. Donc, la veille, l'écoute. Et quand je dis l'écoute, c'est l'écoute. Par exemple, en ce moment, ce qui est absolument passionnant, c'est les commentaires sous les articles dans le Figaro. Par exemple, sur le site du Figaro, ce qui est génial, c'est les commentaires. C'est pas du tout anglais, contrairement à ce qu'on croit. On arrive très vite à avoir une opinion super précise de ce que pensent les gens. Voilà. Donc, commencez par écouter. Embarquer les passionnés. Ça peut même être une bonne chose en matière d'investissement. Et je dirais, créez vos sujets de conversation avant de rentrer dans la conversation. C'est-à-dire, en fait, faites du marketing, pas de la com. Liberté et responsabilité. Internet, le numérique, c'est la liberté. Donc soyez inventifs, soyez créatifs, mais exercez-le avec responsabilité, donc dans le respect de vos consommateurs. Et si je dois en ajouter un troisième, je dirais la joie et le plaisir de la conversation entre une marque et ses consommateurs. L'humanité. Je dirais chaque fois de s'arrêter, tout oublier, tout, complètement tout, les médias, et de dire est-ce que ça, à moi, comme être humain, ça me parle ou pas. Et je pense que trop souvent, on a trop des uniformes, trop d'architecture, trop de pensées autour d'éléments basiques. Regardez les campagnes dans les plus grands festivals du monde, plus primés, les Grands Prix, les Lions d'Or, qui sont sélectionnés par des gens comme nous, comme vous, dans les jurys de tout le monde. Encore une fois, si on reprend, sont des êtres humains. Et les idées qui gagnent à niveau global sont des idées qui parlent à des êtres humains. Il ne faut jamais oublier ça. Et certaines fois, il y a trop de messages qui sont un petit peu lost in translation. C'est bon ? Merci. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Alors, comme il faut renoncer, nous par contre, on ne renonce pas à une chose, c'est à tweeter. Et donc, j'ai oublié de vous rappeler que sur le bracelet que vous avez l'hashtag qu'il faut utiliser si vous souhaitez tweeter sur la journée. Hashtag #Figaro. Alors, on a bien compris que les contenus, l'expérience et les échanges étaient au cœur du digital. Les dispositifs de communication deviennent effectivement des stratégies d'influence de plus importantes, puisque c'est la capacité des leaders d'opinion ensuite à transmettre et à partager les contenus. Maintenant, on va passer à l'atelier sur la diffusion omnicanale des contenus.